Donc, on a bien vu dans la relation client-fournisseur qui vient d'être présentée que chacun est très soucieux de la cybersécurité, de protéger sa propre entreprise, mais aussi de protéger ses clients, parce que finalement, le souci du client, c'est aussi de protéger ses clients. Tout le monde a le même objectif, mais en réalité, chacun a ses contraintes. On voit bien dans le dialogue, non, mes sauvegardes, je les fais à ma façon, parce que j'ai d'autres clients qui utilisent la même plateforme. Ah bah oui, mais moi, là, j'ai mes règles internes, je dois être conforme à mes règles. Et puis, chacun a un objectif partagé de défendre sa société, de défendre ses clients, mais du coup, si on se place du point de vue du client et du point de vue du fournisseur, l'objectif n'est plus vraiment le même, puisque ce n'est ni la même société, ni les mêmes clients qui cherchent à défendre, et du coup, ça peut créer un petit peu des distorsions. Donc c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, et comment ça se traduit dans la relation contractuelle avec le client et le fournisseur, et sur la partie que nous, on voit en tant que courtier en assurance, c'est-à-dire principalement les clauses qui concernent les responsabilités, la cybersécurité et l'assurance. Donc d'abord, un petit peu d'histoire de l'assurance cyber. L'assurance cyber, c'était la poule aux œufs d'or des assureurs. C'était censé être, l'Eldorado des assureurs. Ça s'est transformé en poule aux œufs d'or. Ça, c'est la courbe de chiffre d'affaires, de primes d'assurance cyber que les assureurs espéraient. Sauf que ça, c'est la courbe des ransomware. L'évolution du nombre de ransomware et de leurs coûts au fil des années jusqu'en 2020. Donc ça veut dire qu'ils espéraient avoir beaucoup de primes et des très bons résultats, et ils ont eu beaucoup d'attaques de ransomware qui se sont démultipliées dans les entreprises quand ça s'est industrialisé. À partir de 2020, donc là, vous voyez, l'année, là, on finit en 2020, les cyber ont énormément augmenté, les assureurs commencent à avoir des très mauvaises sinistralités, on voit que ça dépasse 100%, c'est pas bon, ça c'est la moyenne, c'est une étude de l'AMRAE, c'est l'Association française des risk managers et des assureurs. Donc c'est plutôt accès grand groupe, mais il y a quand même aussi les ETI et les PME qui sont représentés sur le graphique. La sinistralité commence à se dégrader, 107 c'est la moyenne, certains assureurs nous ont annoncé qu'ils étaient à 200, 300% de ratio de sinistre sur prime, donc ils commencent à perdre beaucoup d'argent. Et on voit que 2021, la moyenne, elle continue d'augmenter, 118, et 2022, 56. Ça s'équilibre. 56, c'est encore un peu trop haut pour les assureurs. Ils sont plus à l'aise à 40 parce qu'il y a des charges, il y a des frais de fonctionnement, etc. Donc on voit que ça s'équilibre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une chose qui s'est passée déjà, c'est que les primes ont changé. Ça, c'est l'évolution des primes collectées par les assureurs sur les risques cyber en France sur cette période de 4 ans. Donc dedans, vous avez des nouvelles entreprises qui se sont assurées, notamment le tissu des PME, des ETI, ceux qui n'étaient pas encore assurés, ils se sont dit qu'il fallait y aller. Mais c'est surtout des augmentations de primes chez les sociétés qui étaient déjà assurées. Donc ça veut dire que l'équilibre financier, c'est pas parce que les risques ont diminué, les risques ont continué d'augmenter, le nombre de ransomware a continué d'évoluer, c'est ce qui coûte le plus cher aux assureurs, mais les primes ont beaucoup augmenté. Et puis c'est pas tout, parce que ça ne figure pas dans l'étude AMRAE, ça c'est moi qui le rajoute, mais en plus de l'augmentation des primes, il y a eu une baisse des garanties. Donc les proportions pour des grands groupes, des sociétés comme, je ne connais pas les garanties de Michelin, mais des sociétés du profil de Michelin, c'est qu'elles étaient assurées pour 500 millions, voire plus, et elles se sont retrouvées du jour au lendemain en 2021 avec des assureurs qui leur ont dit maintenant ça sera 50 millions l'assurance cyber. Donc on enlève un zéro sur le montant de la garantie. Et puis les franchises ont fortement augmenté, et il y a même des nouvelles typologies de franchises qui ont été inventées par les assureurs, comme par exemple la franchise en coassurance. Normalement, le terme coassurance, ça désigne un contrat d'assurance qui est porté par deux assureurs qui se répartissent le risque en pourcentage. Ben là, ils ont inventé la franchise en coassurance, ça veut dire l'assuré devient un assureur. Et il prendra en charge 20, 30, 40% du sinistre, quel que soit son montant. Donc on n'a plus une franchise de 10 000 euros, on a une franchise de 20% du coût du sinistre. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence, toutes ces modifications, pour les grands groupes notamment, mais pas que, et c'est ceux qui ont quand même été le plus fortement touchés par ces révisions drastiques des conditions de garantie, de primes, etc. Ben, si on part sur un risque à assurer de 100%, donc on a un montant de garantie, là c'est exprimé en pourcentage, vous avez en bas la franchise et en haut la prime. Plus la franchise augmente et plus la prime augmente, plus vous allez prendre sur la part du risque que vous avez transféré à l'assureur. Donc si vous transférez 100 millions à l'assureur et qu'il vous reste 20 millions de franchise et que vous payez 5 millions de primes, eh ben, il ne vous reste plus que 75 millions qui est vraiment transféré. Donc vous avez un risque résiduel pour votre société qui augmente considérablement. Et ce risque résiduel, il faut arriver à l'assurer.
il faut arriver à le couvrir. Donc comment on fait quand on doit couvrir le risque résiduel, qu'on a un grand groupe, que les assureurs ferment tous la porte, que les délais sont beaucoup trop courts pour créer des captifs d'assurance, des mutuelles de grands groupes comme ils sont en train de faire en ce moment. Ben là, vous voyez, on a une petite directrice juridique, un directeur financier, ils discutent à la machine à café, voilà. Finalement, la cybersécurité, c'est notre prestataire numérique qui s'en occupe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait les demander de s'assurer à notre place, de nous assurer à notre place. Voilà. Donc, bon, c'est un peu abusé, mais c'est une super idée quand même. On va y aller. Donc comment ça se traduit concrètement? Et ça, c'est ce qu'on voit quasiment toutes les semaines dans les contrats commerciaux, les conditions générales d'achat, etc., qui sont négociés avec les grands groupes, que nous soumettent nos clients éditeurs de logiciels, en nous disant j'ai une clause, ça parle d'assurance, je suis embêté, il y a des choses qu'on me demande que je n'ai pas du tout, je ne sais pas comment faire, etc. Donc qu'est-ce qu'on voit à chaque fois? On voit une clause contractuelle sur les responsabilités cyber. Donc là, ceux qui sont un peu juristes savent, dans les contrats, on limite la responsabilité, on dit il y a certains risques, j'en suis jamais responsable, et il y en a d'autres, j'en suis responsable, mais à un certain montant, l'équivalent de 12 mois de ma prestation de service ou ce genre de choses. Et il y a certains risques où on dit vous êtes responsable sans limite de montant. Et normalement, c'est des risques qui sont très fautifs de votre part. C'est par exemple, je n'ai pas respecté mon engagement de confidentialité que j'ai pris contractuellement vis-à-vis de vous. J'ai divulgué vos informations confidentielles. Ou alors, je n'ai pas respecté le RGPD. Et j'ai une faille de sécurité sur des données personnelles de vos clients, mais je suis en non-conformité, c'est une faute. Ben là, ils disent, maintenant, si vous avez une faille de sécurité informatique, votre responsabilité, elle sera illimitée, alors que ce n'est pas forcément une faute de votre part. Vous pouvez avoir été très bon en cybersécurité et avoir une faille de sécurité informatique. Donc là, vous êtes puni pour quelque chose pour lequel vous n'êtes pas fautif. La deuxième chose, c'est bien sûr l'obligation d'avoir une assurance cyber. Donc ils disent, vous êtes responsable sans limite, et on vous oblige de vous assurer. La RC professionnelle, c'était le cas depuis longtemps. C'est une obligation, pas réglementaire, mais une obligation de fait. Si on veut vendre un logiciel, il faut être assuré. Mais maintenant, ça va être pareil pour les cyber. Et la troisième chose, c'est qu'ils demandent des montants d'assurance très élevés, parce que, rappelez-vous, ils ont leur risque résiduel qui a vachement augmenté, et il faut le combler. Donc l'objectif de ces montants très élevés d'assurance qu'ils demandent, parfois on voit des montants jusqu'à 5 à 10 millions qui sont demandés à des startups qui font 500 000 € de chiffre d'affaires. On leur dit vous devez être assuré pour 10 millions en cyber. Et l'objectif, c'est de se dire, au moins l'assurance de mon prestataire, elle va peut-être pas tout couvrir, mais elle va me prendre une part de mon risque résiduel, et du coup j'aurai tout ça et tout ça d'assuré, ça réduit ce qui me reste. Okay. Donc ça, c'est des techniques de risk management classiques, mais qui conduisent à une relation qui est très rude vis-à-vis des fournisseurs. Ça vous intéresse? Ça me fait plaisir, parce que je suis content que vous soyez restés là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les assurances qui couvrent ces risques cyber? En 2021, jusqu'en 2021, c'était un peu flou. Vous savez, c'est tout ce qu'il y a eu comme discussion au moment du confinement du Covid. Ah, mais je suis restaurateur, est-ce que je suis assuré ou pas? Est-ce que c'est un cas de force majeure? Est-ce que mon exclusion joue? Tout ça, c'était flou, c'était rédigé de manière un petit peu bancale. Donc, nous, on est une profession réglementée, les assureurs aussi, on a une autorité de contrôle, la CPR, et l'autorité de contrôle, elle a dit, c'est inacceptable que vos contrats soient rédigés de manière bancale. Votre assuré doit savoir ce qui est couvert par le contrat, et on ne doit pas engorger les tribunaux sous prétexte qu'il y a un flot de sinistres qui arrive. Donc les assureurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, très bien, maintenant ça va être très clair, tous les risques de pandémie, d'épidémie, et tous les risques cyber, c'est strict, c'est exclu, on ne discute plus. De tous les contrats d'assurance, responsabilité civile, multirisque, etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, plus aucune assurance générale ne couvre le risque cyber. Parce qu'en même temps que le confinement, il y avait eu le début de la vague d'attaques par ransomware, donc tout ça c'était concomitant. Donc les seuls contrats d'assurance qui couvrent les risques cyber, c'est les contrats d'assurance qui sont spécifiquement dédiés pour ça. Et attention, parce que vous avez beaucoup d'assureurs qui proposent des contrats d'assurance cyber, et ce n'est pas du tout le même contenu à l'intérieur. Donc par exemple, quand l'ANSSI, pour la première fois, a commencé à dire « Ah, assurer les rançons, c'est pas très éthique, ça finance le crime, il faudra arrêter », vous avez certains assureurs, dont des très gros assureurs français, très connus, très rassurants, ils ont dit « Ah bah l'ANSSI dit ça, bah ok, nous pas de problème, en obéissant, on arrête d'assurer les ransomware dès aujourd'hui ». Ça c'était en 2021, je crois. Et du jour au lendemain, ils ont dit « On n'assure plus les ransomware, mais on n'assure plus aucune conséquence d'une attaque par ransomware ». Donc qu'est-ce qu'on couvre? Le virus informatique classique et le déni de service. Et sauf que les sinistres, c'est 90% des cas des ransomware. Donc vous avez une assurance cyber, mais elle est un peu sans saveur.
Ce que doit couvrir une bonne assurance cyber, c'est tout ça. Donc vous avez de l'assistance, c'est-à-dire qu'une hotline disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des véritables experts de la gestion de crise de cyber-informatique, enfin cyber, vous répondent et vous aident à tout de suite prendre les bonnes décisions. Et ils ont un accord préalable de l'assureur pour engager des dépenses dont vous êtes garanti qu'elles seront couvertes par votre contrat. Si eux vous disent dans l'urgence que vous devez faire ces dépenses, c'est sûr, elles sont assurées par le contrat. Okay, contrairement à des décisions que vous pourriez prendre sans les avoir appelées. La deuxième chose, c'est les dommages causés à des tiers. Donc des tiers, c'est vos clients, c'est les clients de vos clients, c'est des personnes physiques dont les données personnelles ont été compromises, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la cyber-responsabilité. Ensuite, il y a les dommages que vous subissez. Votre perte d'exploitation, tous les frais que ça va engendrer pour vous de désorganisation. Éventuellement, si vous n'avez pas de sauvegarde qu'on peut redéployer, ça va être aussi le paiement d'une rançon pour essayer d'obtenir la clé de décryptage, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le cyberdommage, c'est-à-dire que c'est ce que vous avez à subir vous-même. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est, on va dire, dans la grande famille des pénalités d'ordre réglementaire, donc c'est les frais d'enquête administrative, les sanctions assurables, les pénalités PCI DSS, etc. Votre client, lui, ce qui l'intéresse, c'est ça. Ça veut dire que vous l'indemnisiez lui. Et puis c'est un peu ça, que vous ayez une bonne gestion de la crise. Après, si votre perte de chiffre d'affaires n'est pas assurée, c'est pas son problème. Oui. Les prises en compte de pénalités, ça existe vraiment? Je crois qu'il n'était pas possible d'assurer. C'est une très bonne question. Merci. Les pénalités PCI DSS, ça existe vraiment. Mais ce qui s'appelle les sanctions assurables, donc qu'est-ce qu'on vise là-dedans? C'est des amendes civiles, pas des amendes pénales. Donc les amendes civiles, c'est une amende de la CNIL, typiquement. Donc la position des assureurs, c'est de dire, si légalement on a le droit de l'assurer, on va le prendre en charge. Sauf qu'en France, c'est illégal de les prendre en charge, donc il est prêt à ça. Mais si vous êtes dans d'autres zones géographiques, des sanctions équivalentes d'une autorité de contrôle locale pourraient potentiellement être prises en charge. Et des sanctions commerciales, parce que dans nos contrats, il y a des... Ça, non. Les clauses pénales commerciales, c'est jamais pris en charge. Par contre, vous avez une petite nuance. Si la clause pénale, elle est payée automatiquement et que dans la clause, il est précisé qu'elle ne sert pas à indemniser le préjudice de votre client, et du coup, vous devez l'indemniser en plus de la clause pénale. Okay, là, c'est pas du tout assuré, la clause pénale. Par contre, si elle sert à commencer à indemniser le préjudice de votre client, eh bien, elle sera assurée dans la limite de ce qui a servi à indemniser le préjudice. Parce que nous, ce qu'on assure, c'est toujours le préjudice. Enfin, je dis nous, les assurés. Donc, ça veut dire que les clauses pénales, il faut être vigilant, vous avez raison. Il ne faut pas accepter les clauses pénales avec des montants trop élevés non plus. Ce qu'on appelle clause pénale, c'est de dire mon service est indisponible, j'ai un engagement de disponibilité de 99%. Si mon service est indisponible au-delà de ce niveau de disponibilité, eh ben, chaque jour d'indisponibilité, je vous paye 3 000 € d'indemnité. C'est ça, la clause pénale contractuelle. Alors, en même temps que tout ce que je viens de vous décrire, vous, en tant que PME, en tant que TI, vous avez subi la même situation, c'est-à-dire que les conditions des assurances cyber se sont aussi durcies. Elles se sont durcies à plusieurs niveaux, notamment sur les montants de garantie. Donc aujourd'hui, si vous cherchez une assurance cyber sur le marché pour une société qui fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires ou quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, une start-up, une PME, vous allez avoir des propositions entre 100 000 € et 1,5 million de montants de garantie. Ça peut aller jusqu'à 2 millions, mais je ne le cite pas parce que les seuls qui vont jusqu'à 2 millions, ils font que 50% de cette garantie pour le ransomware. Comme c'est ce risque-là qui est le plus important, on considère que vous ne pouvez pas monter au-delà d'1,5 million, sachant que vos clients, eux, ils vous demandent 5 à 10 millions. Donc vous êtes à 1/10 de ce que vos clients vous demandent à peu près. On peut encore trouver pour des PME, ou plutôt des ETI, des montants de garantie jusqu'à 5 millions. Mais ça passe par des questionnaires complexes comme ceux qui ont été évoqués juste avant, ça passe par des études sur mesure, ça passe entre les mains dans les compagnies d'assurance de souscripteurs très seniors. Les souscripteurs très seniors, ça gagne bien sa vie. Donc ça veut dire que vous avez des coûts d'études de dossier, de fonctionnement, etc. qui sont très élevés. Donc tout de suite, ça vous multiplie la prime de manière assez conséquente. Voilà. Et bon, pas de placement de produits à Digital Summer, jamais, vous ne direz surtout pas. Mais nous, comme on est quand même très spécialisé sur les risques des sociétés numériques, on peut encore assurer jusqu'à 5 millions en standard à des prix compétitifs. Sur la partie responsabilité civile, cyber uniquement, parce qu'il y a quand même des restrictions, et sur la partie de vos propres dommages, c'est plus que 2 millions depuis cette année. C'est la seule modification qu'il y a eu dans notre contrat depuis 2019.
Ensuite, il y a des prérequis. Ça, c'est pareil, les prérequis, ils se sont renforcés. Donc, on a des entreprises qui viennent nous voir pour s'assurer en cyber. Et quand on leur présente une proposition avec la liste des mesures de sécurité qu'ils doivent respecter, ils nous disent « Ah ouais, mais ça, j'en suis pas là, etc. » Donc, il y a encore un investissement à faire pour arriver à s'assurer. Quelques-uns nous disent « Ah bah oui, mais s'il faut respecter tout ça, dans ces cas-là, j'ai plus de risque. » Bah non, je crois que la conférence d'avant nous l'a bien expliqué. C'est pas parce qu'on a mis en place de la cybersécurité qu'il n'y a plus de risque. C'est juste que vous allez passer d'une situation de certitude de risque à une situation d'aléa. Et l'assurance, pour qu'elle marche, il faut qu'il y ait un aléa. Donc concrètement, ça veut dire quoi pour les entreprises, on va dire start-up, PME, il vous faut un minimum respecter ces 4 critères. Ça, c'est ce qu'on demande nous dans notre contrat. Et c'est vraiment, vraiment le minimum. La plupart des assureurs demandent plus que ça. Et ensuite, pour des sociétés plus structurées, là, il va falloir en plus avoir une supervision des logs avec des SOC, des SIEM, de l'automatisation. Il faut que l'authentification à multiples facteurs soit appliquée vraiment sur toutes les connexions. À tel point qu'on a quelquefois des clients qui nous disent bah, moi j'ai 99% de mes sessions d'utilisateurs qui sont verrouillées par de la double authentification. Par contre, j'ai 5 utilisateurs qui ne sont pas protégés parce qu'ils ont des comptes tout critiques et ça. Ah bon, bah, dans ce cas-là, vous n'êtes pas assurable. Donc il faut vraiment être faire de la formation, notamment sur le phishing, parce que les risques humains, c'est les risques les plus importants. Avoir un plan de reprise d'activité, formalisé, testé, avec éventuellement à l'appui les résultats de test, les délais de reprise d'activité, les délais pour redéployer les sauvegardes, etc. Bien sûr, avoir des sauvegardes qui soient très résilientes. Donc ça, c'est tout ce qui va vous être demandé. Et sur les questions des questionnaires qui ont été beaucoup évoqués, vous les avez sûrement vu passer, ces questionnaires. Ils sont extraordinaires. Ils vous disent, est-ce que vous avez mis en place des mesures ultra précises, ultra strictes? Et la réponse, c'est oui, non. Et on ne vous demande pas si vous l'avez mis en place sur certains périmètres, pas d'autres. On ne vous demande pas si vous avez mis une autre mesure équivalente, etc. Donc, moi, j'en discute tous les jours avec les assureurs. Et j'arrête pas de leur dire, bah, vous sélectionnez des entreprises qui vous répondent oui. Donc, ça veut dire que vous sélectionnez des menteurs. Parce que répondre oui à toutes vos questions, c'est pas possible. Mais si vous répondez non, vous vous faites exclure. Donc, pour nous, la bonne démarche, c'est de dialoguer. C'est exactement ce qu'il disait. Hein. Dialoguer. Ne pas se faire prendre au piège de la réponse oui-non, mais éventuellement nuancer ses réponses, ne pas hésiter à joindre un document à l'appui, etc. Et puis quand c'est nécessaire, nous on organise des réunions avec l'assureur dans lesquelles on argumente. Voilà. Et Pascal, il est champion pour ça, parce que comme il est très très bon en sécurité informatique, quelquefois il explique aux assureurs qui sont déjà un petit peu obsolètes sur leurs demandes et que lui il a la version d'après. Donc les assureurs s'inclinent et acceptent. Donc c'est possible, voilà, c'est possible. L'essentiel qu'il faut retenir de cette présentation, donc vous avez compris, d'abord, est-ce qu'il y en a qui ont eu ce type de demande contractuelle de la part de leurs clients? Tout ce qui est ransomware, les autres types d'attaques qui sont sur des systèmes qui ne sont pas vulnérables à ce genre de choses. Mais par contre, qui peuvent être attaqués par des gens qui sont missionnés, des pirates qui sont missionnés pour venir piquer les non-clients. Vous couvrez aussi ce genre de choses? Oui, on couvre. Tout le monde parle toujours des cryptos, des ransomware, mais bon, ça, c'est des gens qui sont sur Windows pour leur data perso, mais quand on a des applicatifs et tout ça, on est moins sujet. Oui, tout à fait. Non, on parle beaucoup des ransomware parce que c'est ce qui coûte très très cher. Parce que un ransomware, ça permet au hacker qui est derrière d'avoir un retour sur investissement qui demande assez peu d'efforts et qui est assez fiable. Parce qu'ils ont des modèles de probabilité, ils savent que s'ils attaquent un certain nombre d'entreprises avec des certains montants de demande de rançon, etc., ils ont la certitude d'avoir un ROI significatif. Donc il y a énormément d'attaques à cause de ça, c'est juste l'appât du gain. Après, aller voler des data clients pour les revaloriser dans le dark web ou des choses comme ça, c'est déjà un petit peu plus complexe à valoriser, le gain est plus difficile. Ou alors ça peut être pour nuire à un concurrent, ou ça peut être pour de l'intelligence économique. Quand on a une plus grande entreprise, on peut être la cible d'intelligence économique, etc. Donc tout ça, c'est assuré, bien sûr. Ou quelquefois, ça peut être par des biais détournés. On a un client qui avait des documents commerciaux ultra confidentiels de grands groupes, et il s'est fait voler tous ces documents commerciaux qui ont été publiés sur des sites internet de lanceurs d'alerte. Mais lui, il n'était pas du tout la cible de l'attaque, c'était son hébergeur qui était la cible de l'attaque. Et les hackers avaient volé par hasard les documents de leur société pour dire, regardez, on arrive à voler chez cet hébergeur. Donc ça peut arriver. Ça, c'est assuré aussi. Donc vraiment, toutes les circonstances de failles de sécurité informatique, elles sont assurées.
Donc vous n'étiez pas très nombreux à lever la main sur la question est-ce que vous avez déjà rencontré ces clauses, mais là, si vous travaillez avec des sociétés de plus de quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires parmi vos clients, vous allez l'avoir. Avant, c'était des choses, jusqu'à il y a 2-3 ans, c'était des sociétés américaines qui vendaient ça, ou anglo-saxonnes. Ça c'est florilège dans les contrats américains. Mais maintenant, même les grands clients français, ils le demandent tous. Hein. Donc vous allez le voir apparaître dans vos contrats si ce n'est pas déjà fait. Donc les conseils, c'est ne vous faites pas avoir par le jeu de la négociation. Vous avez les directions des achats, les directions juridiques chez les grands donneurs d'ordre qui ont rédigé des demandes qui sont très 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 protectrices pour eux, mais en fait elles se négocient très bien. Et c'est important que vous ayez la notion de ce qui est négociable et de ce qui ne l'est pas, et ça c'est à votre courtier de vous l'apporter en vous disant bah, voilà ce que vous pouvez obtenir dans la négociation. Donc ça m'amène à la deuxième recommandation, c'est de se faire conseiller par un courtier qui comprend bien votre métier et qui a l'habitude de ces sujets de cybersécurité, parce que nous on a très souvent des entreprises qui viennent nous voir en disant bah, je ne comprends pas mon courtier, il me dit juste soit je ne peux pas vous donner ce que votre client demande, ou il me dit votre prix va être multiplié par 10, mais le conseil se limite là. Alors qu'en réalité non, il faut aller beaucoup plus loin dans le conseil en disant bah, cette clause-là, il faut la moduler de telle manière, ce montant, il n'est pas acceptable, mais essayez de proposer 1,5 million au lieu de 5 et ça devrait passer, et très souvent ça passe. Ne croyez pas que toutes les assurances se valent, donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez bien le montant de garantie, les primes, les critères d'éligibilité, etc. Essayez d'avoir un petit peu de retour d'expérience autour de vous. Voilà. Et anticipez-le, parce que si vous n'avez pas encore eu la demande, vous allez l'avoir. Donc commencez déjà à regarder un petit peu les critères d'éligibilité pour pouvoir souscrire une assurance le jour où votre client va vous l'exiger, un client ou un prospect. Et la dernière chose, ça c'est aussi lié au point 2, de vous faire conseiller par un expert. Il faut voir loin, il faut voir sur le long terme. Parce que vous voyez comment évolue le marché. Aujourd'hui, on peut encore donner 5 millions de garanties sur notre contrat à des sociétés qui en auraient besoin pour remporter un marché. Mais même ces sociétés-là, on leur conseille de ne pas accepter 5 millions. Nous, on pourrait vendre un contrat plus cher et gagner plus d'argent. Mais on n'est pas sûr que dans un an ou dans 18 mois, on soit capable de maintenir ce montant de 5 millions. Et vous, une fois que vous avez signé votre licence SaaS pour 5 ans, avec cette clause, c'est trop tard pour revenir en arrière. Donc il faut rester prudent, même si vous avez le montant de garantie. Il faut essayer d'anticiper que, pour l'instant, je vous ai dit, le ratio de sinistre sur prime, il n'est pas encore tout à fait à l'équilibre. Il a été atteint parce qu'il y a eu des fortes augmentations de primes, des baisses de garantie, etc. Et l'ampleur des attaques continue d'augmenter. Donc les assureurs ne vont pas relâcher la bride tout de suite. Ça arrivera, mais pas tout de suite. Je ne sais pas si vous avez des questions. De toute façon, dans les contrats, on essaie aussi de ne pas s'engager sur des montants d'assurance. Le montant d'assurance, c'est notre responsabilité. Donc on essaie d'éviter ce genre de... Vous avez tout à fait raison, Florence. Ça, c'est une pratique à ne pas avoir. C'est ne jamais dire je m'engage à vous accorder le montant maximum de mon contrat d'assurance. Pas l'exprimer comme ça. Il vaut mieux mettre un montant en euros. Et en plus, il ne faut pas qu'il soit... il faut essayer d'éviter qu'il soit au maximum de ce que vous avez vraiment d'assuré dans votre contrat, parce que votre montant d'assurance, il couvre tous vos clients pour toute une année. Donc si vous avez un sinistre avec un client, il faudra faire avec ce qui reste pour finir l'année. Donc vous ne pouvez pas tout accorder à un seul client. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? J'entends beaucoup dire qu'en cas d'incident, il ne faut pas compter sur son assureur, que la liste que vous avez affichée, elle est théorique et après, il y a toujours des cas. J'en parlais avec un RSSI qui a dû, en cas de crise, faire évoluer sa solution de protection malware. L'assureur lui a refusé au titre que c'était déjà un projet qui était déjà dans une de ses roadmaps. Bref, le modèle, finalement, on a du mal à s'en sortir. Vous dites qu'on est obligé de le faire. Moi, je vois, vous me direz si je vois bien, qu'en cas de problème, on ne peut pas compter sur eux. Donc, en fait, on se fait assurer, mais... Là, vous parlez du cas où il y a un sinistre. Hein. Oui. Ouais. Vous avez raison. Quand on a un sinistre, on se fait pas payer. Assurer, mais finalement, on ne se fait pas payer. Du coup, en tant que start-up, société numérique, on va se tourner... Enfin, on est le petit qui se fait forcer par le gros, et quand nous, en cas de problème, il n'y a personne. C'est ce qu'on entend beaucoup dire, vous avez raison. Il y a 18 mois, ici, à la journée cyber qu'elle est au printemps, c'est ce qu'on dit in extenso et Lise Charmel. Je ne sais pas si vous étiez à leur conférence. Ils ont tous les deux fait une conférence qui a été très très écoutée sur ce sujet, où ils avaient dit la partie, si je reviens sur le slide des garanties,
Voilà. Ils avaient dit la partie assistance, super, ils ont été super présents, il n'y a pas eu de problème. La partie perte d'exploitation, on est en litige, ils ne nous ont jamais payé. Voilà. Alors c'est intéressant d'avoir la fin de l'histoire, parce que à la journée cyber cette année, on a appris qu'en fait ils avaient été payés. Les deux. Oui, mais c'est des sociétés qui ont l'air un peu plus solides. Non, c'est pas ça, c'est que la partie perte d'exploitation, ça prend plus de temps. C'est une expertise plus longue, parce que, vous savez, la perte d'exploitation, c'est sur des études comptables. On compare votre chiffre d'affaires de référence de l'année avant par rapport à celui de cette année, etc. Vous dites à l'assureur, j'ai une interruption d'activité de 15 jours. J'ai, je sais pas, 200 000 euros d'ARR, 15 jours, 100 000 euros de préjudice, vous me remboursez 100 000 euros. Oui, mais sauf que vous êtes en licence SaaS, vos 100 000 euros, vous les avez facturés. Vous êtes in extenso, vous êtes expert comptable. Vous avez mis en place, vous le dites dans la conférence, vous avez mis en place des mesures d'urgence pour pouvoir sortir les fiches de paye. Vous avez délivré votre prestation, donc votre service, vous l'avez facturé. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de perte d'exploitation, mais ça veut dire qu'elle n'est pas proportionnelle à la durée de l'arrêt d'activité. Et ça met du temps à s'expertiser. Et c'est des échanges entre l'expert de l'assuré, l'expert de l'assureur, on débat, on apporte des pièces, etc. Et à un moment donné, on tombe d'accord. Et là, l'indemnité arrive. Et ça prend du temps. Mais c'est toujours frustrant. Mais c'est frustrant pour vous, mais je vous assure que c'est aussi frustrant pour l'assureur. Il y a beaucoup d'assurés qui ont l'impression d'être lésés quand ils ont des sinistres. Mais il y a énormément d'assurés qui arrivent à faire passer en douce des trucs en plus quand ils ont des sinistres. Donc les assureurs ont aussi l'impression d'être lésés. Et au final, quand on arrive à tomber d'accord et que les deux ont l'impression d'avoir été lésés, c'est quelque part que le deal a été équilibré.